Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour notre nouveau webinaire Rhapsodif organisé avec l'ARS Île-de-France sur la formation que nous proposons aux ESMS personnes handicapées en Île-de-France. Donc, ce webinaire va se tourner en plusieurs parties. Nous aurons d'abord une intervention de notre présidente, Madame Aude-Monet d'Acosta. Ensuite, nous aurons l'intervention du docteur Requigno ici présente qui pourra nous mettre nos formations et l'activité de Rhapsodif dans son contexte, dans cette région Île-de-France. Et enfin, une petite vidéo que j'implémenterai de commentaires ensuite. Vous aurez un temps à la fin pour poser des questions, donc n'hésitez pas, nous avons toute notre équipe pour réceptionner vos questions. Donc vous avez une partie questions-réponses à la fin. Donc je passe la main au docteur Aude-Monet d'Acosta, notre présidente et chirurgien dentiste pédodontiste en cabinet libéral. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé par Rhapsodif et l'ARS Île-de-France. Je suis le docteur Monet d'Acosta, je suis chirurgien dentiste et présidente du réseau Rhapsodif. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les formations qui sont proposées par Rhapsodif dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Ces formations vous permettront d'accompagner au mieux les gens dont vous avez la responsabilité et surtout de limiter les urgences bucco-dentaires. Alors je vous souhaite un très bon webinaire et je remercie particulièrement le docteur Requigno qui nous a permis d'organiser ce webinaire. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc d'abord quelques mots pour me présenter. Donc je suis médecin, conseiller médical à la direction de l'autonomie. Je crois que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Et aujourd'hui, en effet, je pense que c'est important de vous parler de la santé orale des personnes en situation de handicap. Pour nous, à l'Agence régionale de santé Île-de-France et notamment à la direction de l'autonomie, c'est un sujet important, c'est une thématique importante et qui rentre dans le programme des actions que nous souhaitons mener pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Alors, il y a de nombreux rapports que vous connaissez probablement, que ce soit Monsieur Jacob, des rapports Pifto, qui ont mis en évidence une insuffisance d'accès aux soins des personnes en situation de handicap, notamment des soins de premier recours, la médecine générale, mais également la gynécologie pour les femmes en situation de handicap, et puis la santé orale. La santé orale, je crois que c'est en effet un parent pauvre, et on sait combien c'est difficile pour les personnes en situation de handicap d'avoir accès à des soins de prévention, mais aussi des soins pour traiter les anomalies dentaires qui auront été dépistées. Donc c'est vrai que la santé orale, indépendamment bien sûr des personnes handicapées et notamment les pathologies dentaires, c'est un vrai enjeu de santé publique pour nous, pour nos populations handicapées. C'est pourvoyeur de pathologies qui pourraient être évitées grâce à des mesures de prévention, dépistage importantes. Cette diapositive, juste pour rappeler qu'en effet, déjà nous avons, en 2019-2020, effectué un état des lieux de la situation en structure médico-sociale handicap dont nous avons la tutelle pour avoir une idée des besoins et des insuffisances. En ce qui concerne les besoins, c'est vrai que les établissements médico-sociaux, je ne l'ai pas mis sur cette diapositive encore, mais ont tous exprimé le fait qu'ils avaient des difficultés pour accéder à des soins de prévention, dépistage pour les personnes en situation de handicap, dû à la situation de la personne handicapée elle-même, aux troubles du comportement, aux difficultés de déplacer la personne en situation de handicap, mais également à l'offre de soins insuffisante avec des professionnels formés aux spécificités des handicaps et capables d'assurer les soins de prévention, dépistage et des soins bien sûr adéquats en fonction des besoins de chaque personne en situation de handicap. En fait, cette enquête a montré quoi? En les interrogeant, en effet, on s'est rendu compte que tous avaient exprimé le besoin de renforcer ces actions de prévention et dans cette démarche d'aller vers, c'est-à-dire que, compte tenu des difficultés exprimées pour les déplacer, pouvoir se déplacer au sein de la structure médico-sociale qui, en plus, est très rassurante pour les personnes en situation de handicap, c'était le premier besoin exprimé.
Et puis, une fois que la prévention de dépistage est effectuée, évidemment, pouvoir réaliser des soins dentaires en fonction de l'état du plan, le plan d'action en fonction de l'état dentaire d'une personne handicapée, c'était aussi un besoin exprimé parce qu'on avait des besoins de lieux de soins dédiés pour ces personnes en situation de handicap. Et puis former le personnel, bien sûr, les personnes en situation de handicap à l'hygiène bucco-dentaire, mais également le personnel de ces établissements pour pouvoir accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Évidemment, le champ est important puisque en région Île-de-France, bon là je vous ai remis cette diapositive, en effet on a quand même de nombreuses personnes en situation de handicap, des établissements médico-sociaux enfants, adultes et services qui sont nombreux, vous avez les chiffres. Évidemment, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas uniquement faire un focus et ignorer aussi toutes les personnes en situation de handicap qui sont au domicile et qui ont besoin, elles aussi, d'une prise en charge en soins adaptés. De fait, quels sont les enjeux et ce qui nous attend. Pour nous, et je crois que si vous collaborez avec l'agence régionale, vous savez qu'il y a un plan régional de santé Île-de-France qui est en cours de finalisation. Et dans ce plan régional, la santé orale est une priorité de santé publique, que ce soit pour les populations, toutes les populations, bien sûr dans le droit commun, que ce soit nous, les enfants, les femmes enceintes, etc., mais aussi les personnes en situation de handicap et ce que nous appelons des populations vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, personnes précaires et même on va jusqu'à les personnes détenues qui ont peu accès aux soins dentaires. Donc à 5 ans, ce que nous souhaitons, nous, c'est promouvoir une bonne santé orale comme facteur incontournable, et là je lis, de bonne santé générale, éviter toutes les complications, éviter ce que l'on voit, donc un état dentaire altéré pour nos personnes, notamment en situation de handicap. Renforcer l'accès aux soins bucco-dentaires, ça c'est important. L'accès aux soins bucco-dentaires, c'est quoi? C'est pouvoir avoir accès à un fauteuil dentaire avec des chirurgiens dentistes, des dentistes qui soient formés aux spécificités des handicaps, et ce sur chaque territoire. Donc chaque territoire égale chaque département. Construire un territoire de santé capable de répondre aux défis sociaux actuels, donc la démographie bien sûr professionnelle, le nombre de chirurgiens dentistes, les nouveaux modes d'exercice, les changements climatiques. Donc ça bien sûr ce sont des spécificités que vous connaissez. Pour nous, c'est construire un parcours en santé orale pour toutes ces populations vulnérables, de la prévention jusqu'à la réalisation effective des soins. Et nous savons que pour ces populations-là, on a besoin bien sûr d'un fauteuil dentaire en ville, mais aussi parfois de soins dentaires sous ce qu'on appelle spécificité, c'est-à-dire avec une préparation, par exemple avec du méopa, un gaz qui permet de faciliter l'accès aux soins pour ces personnes en situation de handicap, voire des soins sous anesthésie générale pour les personnes qui en ont besoin parce que le fauteuil dentaire n'est pas adapté. En tout cas, l'Agence régionale de santé Île-de-France s'engage et veut faire de la santé orale une vraie priorité pour ces années futures et nous allons y mettre les moyens et construire un véritable parcours. Et nous allons accompagner les gestionnaires et les établissements médico-sociaux parce que la santé orale, c'est un des objectifs, des contrats d'objectifs et moyens, ce que nous appelons les CPOM dans notre jargon, en tout cas pour les années qui viennent avec les gestionnaires de ce secteur. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez eu un bon panel du contexte dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui. Je vous propose donc de partager une vidéo avec vous qui va vous montrer concrètement comment on a pu mettre concrètement sur le terrain ce parcours de santé orale dont le docteur Requigno vous a parlé. Donc je passe la main pour la vidéo. Chers responsables d'établissements et services médico-sociaux, chers professionnels, la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap est clairement identifiée comme prioritaire dans le projet régional de santé 2023-2028 de l'ARS Île-de-France. Comme vous le savez, la santé orale est indispensable à une bonne santé globale et son manque de prise en charge a de nombreuses répercussions négatives sur le quotidien de vos résidents, qui sont par ailleurs très exposés aux pathologies bucco-dentaires. Douleurs, troubles du comportement, risque de dénutrition, majoration des risques liés aux maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, sont quelques-unes des conséquences d'une mauvaise santé bucco-dentaire.
C'est pourquoi l'ARS Île-de-France a missionné le réseau Rhapsodif pour mettre en place un parcours de santé orale destiné aux personnes vivant avec un handicap en Île-de-France. Ce parcours prévoit 1. Des actions de prévention avec des sessions de dépistage pour vos résidents et des actions de sensibilisation pour leurs aidants et leurs familles. À chaque action de sensibilisation, nous remettons aux participants des outils pédagogiques et du matériel d'hygiène bucco-dentaire. 2. Des actions de formation pour tous les professionnels de vos établissements. Une formation de niveau 1 en hygiène bucco-dentaire destinée à tous les professionnels travaillant au sein des établissements médico-sociaux handicap. Aussi bien médecins, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, psychologues, que les éducateurs et le personnel administratif. Cette formation leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires à la promotion d'une bonne hygiène bucco-dentaire pour tous les résidents. À la suite de cette formation de niveau 1, vous pourrez former un ou plusieurs référents bucco-dentaires dans votre établissement. Cette formation est entièrement financée par l'ARS Île-de-France. Aussi, inscrivez-vous dès maintenant en utilisant le mail ci-dessus formation@rhapsodif.fr. 3. Une coordination régionale des soins bucco-dentaires grâce à un réseau de chirurgiens-dentistes partenaires formés à la prise en soin des personnes vivant avec un handicap et équipés pour les différents modes de prise en charge, à l'état vigile, avec méopa ou sous anesthésie générale. Vous pouvez nous contacter pour trouver une solution de soins dentaires adaptée aux besoins de chaque résident en appelant notre numéro unique 09 63 62 52 72 ou par mail à contact@rhapsodif.fr. Vous avez le pouvoir d'agir sur la santé, le bien-être et la qualité de vie de vos résidents en améliorant leur santé bucco-dentaire. Nous sommes à vos côtés pour y parvenir. C'est grâce à l'implication de tous les acteurs franciliens, de la ville comme de l'hôpital, du secteur sanitaire comme du secteur médico-social, que nous arriverons à améliorer significativement la santé bucco-dentaire des patients en situation de handicap. Merci. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est assez complète et elle nous permet donc de présenter toutes nos activités. Je vais revenir avec vous sur toute cette activité et sur ce parcours de santé orale pour que vraiment vous soyez au clair avec tout ça. Donc, comme nous l'avons dit, le but est de soigner, collaborer et transmettre. Donc Rhapsodif, notre association, est structurée en 3 pôles. Nous avons le pôle prévention dépistage dans les établissements médico-sociaux handicap. Donc ces actions de dépistage et de prévention, ce sont vraiment des chirurgiens dentistes qui vont dans vos établissements pour faire des dépistages bucco-dentaires. Des dépistages bucco-dentaires, attention, je tiens toujours à le préciser, ce n'est pas du soin, c'est comme une consultation, d'accord? Donc c'est une consultation, notre chirurgien dentiste se déplace avec un peu de matériel, essaie d'ouvrir la bouche, regarde ce que l'on peut voir et après va poser un diagnostic et va nous dire s'il y a urgence à prendre en charge et ce qu'il peut faire, ce que le dentiste pourra faire ensuite. Nous avons aussi des sensibilisations des aidants, toujours dans ce pôle prévention des dépistages, c'est-à-dire qu'avec vous, nous organisons des réunions avec les aidants familiaux ou autres aidants qui accompagnent vos résidents. Donc cela se fait sur des demi-journées au sein de votre établissement et voilà, on organisera ça ensemble. Ensuite, nous avons notre pôle formation professionnelle. Donc il faut savoir que Rhapsodif, depuis 2021, est devenu centre de formation référencé Calliope, ce qui nous permet de vous proposer des formations de qualité pour tous les professionnels qui travaillent dans les ESMS handicap. Donc je vais revenir en détail là-dessus. C'est notre pôle formation professionnelle. Donc nous avons pour les professionnels des ESMS handicap, mais sachez aussi que nous avons toute une partie formation pour les professionnels de santé orale, que sont les chirurgiens dentistes et les assistantes dentaires. Ensuite, nous avons notre pôle de coordination de soins qui permet l'orientation et la réorientation des personnes vivant avec un handicap vers un choix de solutions de soins partenaires adaptés aux besoins de chaque individu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela veut dire que nous proposons à chaque personne une orientation qui répond à son besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça veut dire que nous avons des chirurgiens dentistes partenaires sur toute l'île de France en fonction des paliers de soins dont vous avez entendu parler tout à l'heure dans la vidéo
qui vont pouvoir recevoir tous les résidents de vos établissements. Donc, je passe à la suite. Donc vraiment, la mission du réseau Rhapsodif, je répète encore une fois, c'est vraiment former, organiser et accompagner pour trouver les solutions de soins. C'est vraiment le parcours qu'il faut que vous reteniez à chaque fois. Donc former donc, tous les professionnels, et quand on dit tous les professionnels, ce sont tous les professionnels de vos établissements, médecins, infirmiers, kinés, psychomotes, ergothérapeutes, assistantes, voilà, les éducateurs spécialisés, enfin toutes les personnes qui travaillent dans votre établissement. Il ne faut pas aussi oublier les personnels administratifs qui sont les bienvenus à nos formations. Donc tous ces professionnels peuvent être formés à l'hygiène bucco-dentaire. Ensuite, nous organisons les dépistages et les sensibilisations. Et enfin, nous accompagnons pour trouver les solutions de soins. Donc, je vais faire un petit focus particulier parce que notre webinaire aujourd'hui est vraiment destiné aux formations. Mais souvent, lorsque les établissements nous appellent ou lorsque nous les contactons, ils nous demandent s'ils peuvent orienter des patients. Alors, sachez une chose, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre une formation pour orienter les patients. Rhapsodif reçoit tous les appels de tous les patients d'Île-de-France en établissement ou hors établissement. Donc, sachez vraiment que la coordination de soins est indépendante de la formation pour la demande. D'accord? Donc, l'idée pour nous, et là c'est sur le focus soins bucco-dentaires que je fais, c'est comment ça se passe concrètement. Vous remarquez dans l'établissement une manifestation d'une pathologie bucco-dentaire, que ce soit une douleur, un traumatisme, une fracture. Vous êtes un établissement, donc vous appelez le réseau Rhapsodif. Tout à l'heure dans la vidéo, le numéro est apparu. Il réapparaît ici à l'écran, donc c'est le 09 63 62 52 72. Nous, on vous demande une adhésion. Alors, le bulletin d'adhésion pour les usagers est totalement gratuit. Donc, c'est une inscription au réseau. Ça nous permet de faire le suivi. Donc, il y a une charte, il y a le besoin d'avoir le consentement des personnes, des représentants légaux, ça c'est obligatoire. Et une fois que nous avons reçu le bulletin d'adhésion, nous vous proposons, nous vous renvoyons un mail qui vous permet, qui contient 3 propositions de solutions de soins adaptées spécifiquement pour cet usager. Donc, vous recevez le mail et une fois que vous recevez ce mail avec les 3 solutions, vous pouvez appeler les chirurgiens dentistes qui sont dans ce mail. Donc attention, et ça c'est un point important, Rhapsodif n'intervient jamais dans les frais de consultation et de santé bucco-dentaire. Ça veut dire que nous ne connaissons pas et nous n'intervenons pas dans la tarification des chirurgiens dentistes partenaires. Donc nous faisons toujours attention lorsque vous nous envoyez un mail, lorsque vous appelez la cellule de coordination, à prendre en compte les capacités de financement des résidents. Ensuite, on vous envoie en fonction du palier de soins, parce que c'est le plus important, savoir s'il peut aller chez un dentiste palier 1, donc à l'état vigile, comme vous et moi, lorsque l'on va chez le chirurgien dentiste, soit au palier 2, donc une personne qui a besoin de méopa, de prémédication, d'hypnose, enfin d'autres techniques de soins, et le palier 3, qui est l'anesthésie générale. Ça, c'est notre priorité. Mais ensuite, on prend aussi en compte le lieu géographique pour éviter de grands déplacements. On prend aussi en compte les capacités financières. Mais encore une fois, nous ne serons pas là pour négocier le tarif avec le chirurgien dentiste. Donc voilà. Si vous avez des questions sur la partie coordination de soins, n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons juste après. Maintenant, nous allons faire le focus sur les formations destinées aux établissements. Donc, comme on vous l'a dit, notre programme de formation se fait en 2 parties, en 2 étapes, qui est la formation de niveau 1, donc la formation à l'hygiène bucco-dentaire adaptée en structure médico-sociale, et la formation de niveau 2, de référent bucco-dentaire en structure médico-sociale. Pourquoi nous avons fait le choix, un choix qui a été validé par l'ARS Île-de-France, de proposer 2 niveaux de formation? C'est parce que, vous le savez aussi bien que nous, il y a beaucoup de turnover. Vous avez des problèmes parfois pour recruter du personnel et mettre en place un référent dans un établissement, ça demande un vrai investissement. Cependant, si le référent est tout seul dans son établissement à porter le message de la santé orale, il n'y arrivera pas, il va s'épuiser. Et ça, vous l'avez déjà vécu, beaucoup de professionnels l'ont déjà vécu. Donc, ce que l'on s'est dit, c'est qu'on va d'abord former toute l'équipe, ou la majorité de l'équipe, avant
de former ce référent bucco-dentaire. Comme ça, tout le monde sera déjà partie prenante, la direction aussi. Et c'est vraiment pour ça qu'on vous demande cet engagement très fort à la direction aussi, de venir aux formations, de participer. Les cadres de santé, n'hésitez pas à participer aux formations pour justement montrer la dynamique de tout l'établissement, ce qui vous permettra après d'appuyer le référent bucco-dentaire et tout ce qu'il doit mettre en place. Donc, en détail, la formation de niveau 1, donc la formation à l'hygiène bucco-dentaire, se fait en intra-établissement. C'est une formation de 7 heures, 100% présentielle, dans votre établissement. Donc, comme nous l'avons dit, cette formation est ouverte à tous vos professionnels, donc aussi bien médicaux, paramédicaux, éducateurs et administratifs. Ce n'est qu'une journée de formation, donc vous pouvez la programmer très rapidement. Les objectifs seront de comprendre l'anatomie, le rôle, les principales pathologies de la sphère orale et leur impact sur la santé générale, donc connaître et impliquer au quotidien les recommandations des bonnes pratiques en matière d'hygiène bucco-dentaire, identifier et contourner les difficultés de brossage, utilisation de postures et de matériel spécifiques. D'accord ? Donc il faut vraiment vous dire que l'objectif, c'est pour que tout un chacun comprenne l'importance de la santé orale dans l'établissement et les conséquences d'une mauvaise santé orale et les petits trucs et astuces qui vont vous permettre d'avancer là-dessus. Donc on utilise les méthodes utilisées, donc on a de la théorie et on a de la mise en pratique. On va tout de suite vous demander de présenter des patients et de nous montrer comment vous faites. Donc, parfois, c'est avec les patients, parfois, c'est entre professionnels, avec notre coordinatrice et notre chirurgien dentiste partenaire, formateur, qui vont vous demander de montrer comment vous vous brossez les dents ou voir comment vous vous mettez en position pour tout ce qui est geste et l'action d'hygiène bucco-dentaire auprès de vos usagers. À la fin, on vous remet toujours des échantillons de matériel adaptés pour que vous sachiez quel type de matériel utiliser. Une fois cette formation faite, on arrive sur la formation de niveau 2. Donc, la formation de niveau 2 se fait sur 2 jours pour le coup. Et le seul prérequis, c'est d'avoir participé à la formation de niveau 1. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini cette formation de niveau 1, vous nommez au sein du personnel formé un ou plusieurs référents bucco-dentaires qui vont permettre de mettre en place la politique de santé orale dans votre établissement. Ça va vraiment être un garant de suivi de la qualité. Donc, sur les modalités, nous avons un lieu qui peut regrouper les différents référents bucco-dentaires que nous formons, qui est à l'URPS des chirurgiens dentistes à Paris, Paris 16e, c'est à côté de la place de l'Étoile. Nous, donc, c'est ouvert à tout type de professionnels, surtout paramédicaux et éducatifs, qui ont suivi la formation niveau 1. Ce référent bucco-dentaire va permettre donc la construction de la démarche qualité de santé orale pour votre établissement. Il va pouvoir évaluer les besoins de suivi individuel. Ça veut dire que vraiment votre référent bucco-dentaire sera là pour regarder les plans de soins, pour participer à vos réunions de plans personnalisés de chaque usager et vous parler du besoin de cette personne pour ses soins dentaires et pour sa santé orale. Donc il y aura la partie intra-établissement où il va pouvoir dire, bon, alors cette personne, par exemple, a besoin d'utiliser un casque, a besoin de faire attention à la luminosité. Vous pouvez lui laver la bouche avant les repas, peut-être le matin, il y en a d'autres, ça sera plutôt le soir, etc. Donc, c'est vraiment votre référent bucco-dentaire, on va lui donner les outils pour la mise en place de plans personnalisés de santé orale. Ensuite, et c'est très important aussi à savoir, c'est que ce référent bucco-dentaire est aussi un relais par la partie soins. C'est-à-dire que lorsque un problème bucco-dentaire va être identifié, il sera le relais pour Rhapsodif, pour le chirurgien dentiste. Ça veut dire qu'il pourra aller au rendez-vous ou au moins donner les bonnes informations au chirurgien dentiste pour sa prise en charge. Dire, voilà, moi j'ai découvert qu'il y a un problème sur telle dent, ça ressemble plutôt à ça, il a du mal à mastiquer, ça ressemble plutôt à une carie, là il y a un problème de parodontie, enfin un problème de maladie des gencives. Donc il aura les termes pour pouvoir communiquer avec le chirurgien dentiste et participer au suivi médical. Ça veut dire qu'une fois que tout ça sera écrit, on aura eu donc son état des lieux et après le suivi, est-ce qu'il est parti en consultation, est-ce que, voilà, avec le réseau Rhapsodif, est-ce qu'on a trouvé le bon chirurgien dentiste et les suites des rendez-vous. Et tout ça pourra être inscrit du coup dans vos dossiers médicaux et avoir un vrai suivi.
Et dernier point, qui est très important pour le référent bucco-dentaire, c'est la manière de poser définitivement votre politique de santé orale dans votre établissement comme une priorité, parce que comme vous le savez, la santé orale est une priorité parce que cela a beaucoup d'impact sur la santé globale de vos résidents, et votre référent bucco-dentaire pourra porter ce message de prévention, et surtout, il pourra accompagner les nouveaux collaborateurs du fait de turnover à cette politique. Donc, il lui montrera les différents protocoles, toutes les différentes procédures et surtout à quel point votre établissement est impliqué dans cette démarche. Donc, une partie importante, c'est sur la prise en charge financière. Ça, je sais que c'est une partie importante parce que voilà, nous avons beaucoup de retours à ce niveau-là. La formation niveau 1. La formation niveau 1 actuellement est prise en charge par vos OPCO. Elle peut être aussi prise en charge par vos différents plans de formation en interne. Et nous, quand nous travaillons avec les associations gestionnaires, avec les directions des associations gestionnaires, nous faisons en sorte de signer des conventions cadres. Ça veut dire, je vais prendre des exemples de plusieurs associations gestionnaires, que ce soit avec l'APF, avec le CESAP, avec Cap Devant ou avec d'autres, on en a plusieurs comme ça, qui vont signer une convention cadre avec le listing de tous les établissements de cette association gestionnaire. Donc l'idée pour vous, c'est aussi lorsque vous avez besoin et lorsque vous voulez mettre en place cette formation, c'est de dire voilà, on a une convention cadre, donc la direction est d'accord pour financer cette formation de niveau 1. Donc vous pouvez demander directement à la direction de votre association gestionnaire, dire bon, si une convention cadre a été signée, donc je peux engager cet investissement dans la santé orale de nos résidents. Une fois que la formation niveau 1 est financée, sachez que les dépistages et les sensibilisations aux familles sont prises en charge dans le coût de la formation de niveau 1. Il faut bien distinguer les actions de dépistage et de sensibilisation du tarif de la formation niveau 1 parce que le dépistage et la sensibilisation est financé par l'ARS Île-de-France et qui nous donne une dotation pour prendre en charge plusieurs actions de dépistage et de sensibilisation. Alors, c'est une question aussi qui revient assez souvent, c'est plusieurs établissements nous disent « oui, mais nous, on veut juste faire le dépistage et pas la formation de niveau 1 ». J'entends, et c'est normal d'avoir ce type de remarques. Par contre, il faut savoir que pourquoi Rapsodif et pourquoi l'ARS s'est engagé à avoir les dépistages et la sensibilisation accrochée à une formation, c'est parce que trop souvent, nous nous sommes retrouvés à faire des dépistages et 2 ans plus tard, on revenait faire le dépistage et finalement, l'état de santé orale de tous les résidents n'avait pas évolué, voire s'était empiré. Donc faire des dépistages pour des dépistages, ça n'a pas de sens. Et vous le savez très bien. Le dépistage sans formation, sans suivi, n'a pas beaucoup de sens. Et en plus, nous, on vous propose aussi le dépistage et après la coordination de soins qui va avec. C'est-à-dire que oui, on voit qu'il y a des problèmes dans la bouche, mais on vous propose aussi les solutions pour aller voir les chirurgiens dentistes après. Donc voilà. Et pour la formation niveau 2, il faut, je reviens sur la diapositive, pour la formation de niveau 2, sachez, donc du référent bucco-dentaire, elle est entièrement prise en charge par l'ARS Île-de-France. Donc cette formation, et je vais revenir un peu plus tard sur les modalités, est entièrement financée par l'ARS Île-de-France. Donc, au niveau pratico-pratique, je vous refais tout notre déroulé. La formation de niveau 1 en pratique. Donc, comment ça se passe? L'étape numéro 1, c'est vous contacter nos coordinateurs de formation. Donc, vous avez l'adresse mail formation@rapsodif.fr et le numéro de téléphone. C'est possible aussi, et ça arrive souvent, nous envoyons aussi beaucoup de mails et du coup, c'est nous qui prenons contact avec vous pour vous présenter les formations. Donc, n'hésitez pas à revenir très rapidement pour pouvoir planifier ces formations. Donc, une fois que vous nous avez contacté, nous, on vous contacte, on contacte la direction, on contacte la personne qui se charge de la mise en place des formations dans votre établissement et on élabore avec elle un devis. Un devis en fonction du nombre de résidents de votre établissement, en fonction du nombre de professionnels, pour savoir si les séances de dépistage doivent se passer en une demi-journée ou plusieurs demi-journées. Donc voilà, il y a ça, et pour savoir si en fonction du nombre de vos professionnels, nous devons passer une journée, une équipe,
et la contre-équipe sur une autre journée. Donc voilà, donc là, on établit les devis ensemble. Une fois que les devis sont signés, on programme tout. On prend rendez-vous en présentiel avec la direction, avec la cadre, pour signer la convention Rhapsodif et établissement. Nous vous présentons le déroulé pratico-pratique de l'intervention avec le nom du chirurgien dentiste qui interviendra, sur quel jour, avec le matériel avec lequel nous arriverons. Et surtout, on programme toutes les actions, ça veut dire les dépistages, les formations niveau 1 et ou formations niveau 2, parce que sur le devis, on peut très bien inclure directement les deux formations. En sachant pourquoi j'ai mis ce point-là, parce que c'est important de le mettre, c'est parce que lorsque je fais une convention cadre, lorsque nous réalisons une convention cadre avec la direction de l'association gestionnaire, souvent, nous avons déjà prévu formation 1 et formation 2. Ça veut dire que c'est déjà un package. On n'a pas juste la formation 1, on a tout. Ça veut dire qu'on a vraiment tout le déroulé. Formation niveau 1, dépistage, sensibilisation et la formation niveau 2. Donc voilà. Donc tout ça sera programmé à partir de là. Une fois la convention signée, tout ça, donc on passe à l'étape 4. On envoie les convocations à tous les participants et les questionnaires de préformation. Alors ça, ce sont vraiment des demandes Calliope, c'est du pratico-pratique, je sais, mais c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère qui est de plus en plus numérique, que notre plateforme de formation a été numérisée et que cela permet aussi de fluidifier le process. Ça veut dire que tous ces questionnaires peuvent être directement remplis en ligne, que vous pouvez nous renvoyer les convocations. Ça facilite le process, ça facilite la traçabilité des choses. Donc, lorsque l'on vous envoie les convocations des participants et les questionnaires, c'est important que tout le monde le sache, que vous sachiez que nous, on sait d'où on part pour pouvoir adapter notre formation en fonction des savoirs de chacune des participants de votre établissement. Parce que c'est vrai que sur ce questionnaire de préformation, nous n'aurons pas les mêmes données en fonction du profil des professionnels qui seront devant nous le jour de la formation. C'est-à-dire que certains vont déjà avoir beaucoup de connaissances sur la santé orale ou l'hygiène bucco-dentaire, d'autres partiront de plus loin, ou d'autres seront plus au fait du côté administratif de coordination, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, cette étape est importante. Ensuite, le jour J, sachez que nous avons toujours 2 intervenants en systématique, donc un chirurgien dentiste et une coordinatrice de prévention-formation, que ce soit Josita Procouturier ou Claire Sandélis. Donc vous aurez les photos de nos intervenants après. Pourquoi nous intervenons à 2? Parce que c'est quand même plus pratique sur le terrain, pour organiser la salle, pour être sûr qu'il y ait toutes les photocopies, etc., questionnaires, etc. Et lorsqu'on a des résidents qui viennent pour être vus en dépistage, c'est aussi une bonne chose de pouvoir avoir une coordinatrice à côté qui puisse l'accompagner au cas où. L'idéal, toujours pendant ces formations, c'est que le cadre ou la personne qui organise les formations soit aussi présente. Comme ça nous permet de fluidifier, d'aller chercher les résidents dans leur chambre pour faire les dépistages, etc. Parce que sinon, ça va être très compliqué à mettre en place. Voilà. Donc, ça, c'est le jour J. Les dépistages sont organisés en demi-journée. Donc, soit une demi-journée, soit 2 demi-journées en fonction du nombre de résidents. Les sensibilisations aux familles, pareil, c'est sur une demi-journée. On organise ça avec vous. Et à la fin de chaque formation de niveau 1, une évaluation est faite sous forme de questionnaire, pareil, nous travaillons avec Digiforma, donc notre logiciel métier pour les formations. Voilà, donc tout peut être rempli en ligne. Si ce n'est pas le cas, ça sera du papier parce que parfois ça ne capte pas dans les établissements, nous le savons, donc on a toujours le support papier aussi. Et voilà, on aura un questionnaire satisfaction et une demande de retour d'expérience à 3 mois. Cette formation niveau 1, il y a toujours une demande d'expérience. Tout le bilan que nous faisons sur les évaluations, sur les questionnaires, tout ça, sera partagé avec la direction et toute l'équipe encadrante. Donc, une fois cette formation de niveau 1 terminée, nous passons à la formation niveau 2. Donc, en pratique, c'est la nomination d'un ou plusieurs référents par équipe encadrante de l'établissement. Donc ça, il faut vraiment, c'est vous, dans votre établissement, qui décidez, qui voyez qui a été le plus motivé et qui est le plus motivé dans votre équipe pour devenir référent bucco-dentaire. Et avec l'aval de l'encadrement, vous les nommez et vous les inscrivez. Donc cette inscription se fait pareil par mail à formation@rhapsodif.fr. Nous avons des dates qui sont proposées. De la même manière, nous envoyons les convocations.
Ça se passe en 2 jours, 2 jours de formation. Donc, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un lieu, Place de l'Étoile à Paris, qui est facilement accessible parce que très bien desservi au niveau des transports. Mais nous pouvons aussi intervenir dans un lieu dédié. Ça veut dire que nous avons déjà eu l'expérience avec différents établissements qui aiment regrouper leurs référents bucco-dentaires dans un de leurs établissements. Donc on peut très bien organiser avec vous cette formation dans un de vos établissements où les référents bucco-dentaires, souvent de la même association gestionnaire, se retrouvent et peuvent après échanger. Donc, c'est toujours 2 intervenants de notre côté, un chirurgien dentiste, une coordinatrice prévention-formation, les questionnaires initial et final pour la validation de la formation. Une fois que ça c'est terminé, nous demandons un retour d'expérience à 6 mois. Alors, ce retour d'expérience pour nous est très important. Ça nous permet d'avoir ce suivi. Et là, ça va être un questionnaire très précis. Ça voudra dire, est-ce que le référent bucco-dentaire a réussi à mettre en place un plan de santé orale pour chaque individu ou pour 1 ou 2 résidents, déjà voir comment ça a commencé, connaître les difficultés qu'il a trouvées sur le terrain. Ça sera aussi une manière de savoir si, lorsque l'on est passé pour faire des dépistages, est-ce que tous les patients qui ont reçu un avis d'aller voir, d'orientation pour un chirurgien dentiste, est-ce qu'ils ont pu aller effectivement rencontrer ce chirurgien dentiste, est-ce qu'il a eu des soins, est-ce qu'il a eu des consultations, etc. Donc c'est très important pour nous, Rhapsodif, pour vous, établissement, d'avoir ce suivi, ce parcours, parce que c'est là que vous vous engagez vraiment dans le parcours de santé orale. Savoir où est-ce qu'il est allé exactement, est-ce que vous avez eu d'autres soucis lors de ce parcours de santé orale, par exemple des soucis de transport, des soucis de personnel pour accompagner, etc. Donc tout ça, ça reviendra sur notre retour d'expérience à 6 mois, et que l'on organise soit en visio, soit en réunion. De la même manière, nous, on préfère toujours la réunion en présentiel. Je sais que pour vous, parfois, c'est difficile à organiser, mais là, il s'agira d'une réunion que d'une personne par établissement, voire 2 personnes par établissement. Donc, c'est quand même faisable. À la fin de chaque formation, donc, on a toujours un questionnaire qui est remis avec cette demande d'expérience. Et le bilan, de la même manière, est partagé avec la direction et l'équipe encadrante. Même après 6 mois, on vous fait encore un retour en disant voilà ce qui s'est passé dans les 6 mois dans votre établissement pour votre investissement dans cette politique de santé orale. Voilà. Oui. Alors, je vous ai remis une diapositive. Alors, ça, on parle beaucoup. je parle beaucoup. Je vous ai remis une diapositive sur les modalités de prise en charge financière des formations pour vraiment que ça rentre facilement. Donc, pour la formation de niveau 1, donc, il y a une prise en charge possible par vos OPCO. Nous sommes certifiés Calliope. Il y a une demande qui peut être faite auprès de vos directions d'associations gestionnaires parce que si on a signé une convention cadre, ça veut dire qu'ils sont motivés et qu'ils ont la volonté de vous former. Donc, ce ne sera pas un problème de financement. Le règlement des formations, s'il vous plaît, se fait dans le mois de la formation auprès de Rhapsodif. Ça, c'est très important pour nous parce que ça nous permet après de pouvoir payer nos prestataires extérieurs, surtout nos chirurgiens dentistes. Les formations de niveau 2, et là, c'est important, c'est plus par la docteur Equigno. Oui, pas de problème. Donc là, l'Agence régionale de santé s'engage à prendre en charge l'intégralité de la formation de tous les référents de niveau 2. Ce sont ce qu'on appelle des CNR, donc des crédits non reconductibles. Vous devrez adresser, vous devez bien sûr engager les frais au préalable, mais vous serez remboursé en adressant la facture avec le nom des personnes qui ont été formées à la délégation territoriale, départementale dont vous dépendez. Donc évidemment, on vous donnera l'adresse mail et puis vous nous mettez en copie au niveau du siège de l'ARS. Et vous serez remboursé, il n'y a aucun problème. Pour nous, c'est important aussi que vous ayez cette information. Il n'y a pour l'instant pas suffisamment, je pense, de référents bucco-dentaires qui sont encore impliqués dans cette démarche, mais on en a eu dans les Hauts-de-Seine récemment. Les remboursements sont assez rapides et de fait également c'est important pour vous, pour votre trésorerie. En tout cas, voilà le modèle financier qui est proposé. Tout est pris en charge par l'Agence régionale de santé Île-de-France. Donc, je vais conclure. Nous allons conclure ensemble. Je pense que vous avez bien compris le message. Vous, responsables d'associations gestionnaires, donc les professionnels, vous avez vraiment un rôle essentiel dans la mise en place de ce parcours de santé orale pour les personnes que vous accompagnez.
Nous, on déploie une énergie quotidienne à votre service pour vous accompagner tout le long de chaque démarche, à côté de l'ARS Île-de-France, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une priorité de leur projet régional santé 2023-2028, si je ne m'abuse. Oui. Voilà. Et donc, ça commence aujourd'hui. Je vous invite très rapidement à nous contacter pour boucler déjà cette année 2023 avec le plus de formations possible, parce que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, ben finalement, on va se dire, bon, ben, vous n'êtes pas intéressé, la santé orale, ça sera plus financé au bout d'un moment. C'est toujours quelque chose de très, très impliquant. C'est vrai que là, on vous demande à tous de vous impliquer et d'avancer pour la santé globale de vos résidents. Et c'est vraiment ça le plus important. Nous, on propose un parcours de santé orale. Ce parcours de santé orale, vous l'aurez sur d'autres choses, par exemple sur la santé, sur les parcours de santé en gynéco, sur les parcours de santé qui se mettent en place. C'est vraiment un effort et je pense que vous serez tous d'accord pour vous dire, oui, c'est peut-être dans cette direction qu'il faut aller pour améliorer la santé globale de nos résidents. Donc voilà, vous avez aussi votre rôle à jouer. Donc nous vous attendons très rapidement. Et maintenant, si vous avez... Un instant. Peut-être voilà. Pour finir, dans le contexte de ce que je vous ai dit en introduction, je pense que c'est important. Là, on est évidemment avec le réseau Rhapsodif sur les actions puisque nous avons missionné ce réseau pour la santé orale des personnes handicapées, mais je vous ai parlé de parcours en santé orale. C'est vrai qu'on a besoin de chirurgiens dentistes, donc là c'est l'autre volet en effet des missions du réseau Rhapsodif, formés aux spécificités du handicap pour, sur les différents départements, pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. Donc ça c'est une mission pour nous prioritaire. Et puis en effet, on l'a évoqué également, des soins sous Méopa. Vous avez aussi des dispositifs de type HandiConsult, des centres de consultation en soins somatiques dédiés pour les personnes en situation de handicap qui proposent des soins dentaires, notamment sous Méopa, sous hypnose. Je pense par exemple au pôle cristal. Donc là, on est en train de finaliser d'ailleurs un appel à candidature pour déployer d'autres HandiConsult, un par département à terme, donc pour vous permettre aussi, parce que cet HandiConsult doit proposer des soins, comme disait M. Ngouma, de niveau 2, donc sous Méopa ou sous préparation particulière pour les personnes qui n'ont pas accès au droit commun. Et puis nous sommes en train de réfléchir et de travailler avec Florian Laurent, que vous avez vu très brièvement dans le petit film, pour repérer, identifier et aider à la mise en place, disons, identifier des services d'odontologie qui proposeront des soins sous anesthésie générale, parce qu'on sait qu'il y a une frange de la population des personnes handicapées qui ont besoin de soins sous anesthésie générale et que de toute façon on n'aura pas accès à d'autres soins dentaires que sous ce format-là. Donc là, c'est en cours également. Donc vous voyez, au-delà du réseau, au-delà des formations, au-delà de ce qu'on nous a présenté aussi, toute une dynamique et que l'on veut sur cette période du PRS3 beaucoup plus importante pour pouvoir garantir un parcours en santé orale pour chacun de nos usagers en situation de handicap, qu'ils soient en établissement médico-social, mais aussi à domicile, et on ne les oublie pas. Je vous remercie. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais prendre quelques questions qui ont été posées. Nos collaboratrices ont le micro. Alors, il était demandé qu'on renote les coordonnées. Est-ce que vous pourriez repréciser les coordonnées qui ont été évoquées lors du webinaire ? Alors, les coordonnées vont arriver tout de suite. En fait, c'était pour les diapositives après, les prochaines diapositives, où vous aurez toutes les coordonnées qui seront renotées, que ce soit pour la coordination de soins ou pour... Voilà, elles sont là. Elles s'affichent normalement sur votre écran. Donc, vous avez les coordonnées de vos différents interlocuteurs pour les formations dépistage et pour l'orientation des soins bucco-dentaires. Donc, d'un côté, vous avez Claire Sandélis, dont je vous ai parlé, Josita Prou-Couturier et Awa Sissoko. Donc, vous avez tous les mails qui s'affichent. Sachez que je vais vous envoyer toutes ces diapositives. Hein. Et de l'autre côté, pour l'orientation des soins, vous avez Naïma Sifer et Émilie Zarka. Cette formation est-elle aussi prise en charge pour les établissements type foyer de vie non médicalisés qui ne sont financés que par le département ? Alors, à ce jour, la réponse, elle est non, puisqu'en fait, nous avons
la convention de partenariat entre le réseau Rhapsodif et l'Agence régionale de santé Île-de-France concerne en priorité les établissements dits médicalisés, IME, femmes et MAS. Mais, et compte tenu, évidemment, hein, vous n'êtes pas, cette question, on l'a déjà eue, compte tenu des demandes que vous avez, des difficultés rencontrées par les usagers qui sont accueillis dans ces foyers de vie, foyers d'hébergement. Et là, la santé ça n'est pas partie des missions de ces structures médico-sociales. Nous sommes en train, en effet, de réfléchir pour organiser avec des acteurs tels que je vous l'ai présenté, hein, que ce soit bien sûr le réseau, mais aussi probablement des centres de santé, des chirurgiens dentistes, le parcours en santé orale, et faciliter ce parcours en santé orale pour ces personnes en situation de handicap. Donc oui, et on espère revenir vers vous avec un dispositif qui nous permette de répondre aux besoins spécifiques de ces populations. Alors, juste pour préciser juste un petit peu, c'est pas parce que l'on vous dit que vous ne pouvez pas avoir accès aux formations que vous n'avez pas accès à la coordination de soins, encore une fois. Parce que ça, plusieurs fois, on m'a fait la remarque. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, vous pouvez toujours contacter notre cellule pour que vos résidents puissent avoir accès à un chirurgien dentiste. C'est vraiment très important de le savoir. Une personne en foyer de vie, à Colombes, etc., et le médecin traitant a remarqué qu'il y a besoin de santé orale. Là, bien sûr, vous avez accès à l'offre de soins et à cette coordination. Ce dont je vous parlais, moi, c'est vraiment la prévention dépistage dans les établissements médico-sociaux, donc dans cette démarche d'aller vers, donc sur place, où il y a la formation de niveau 1 et toutes ces actions de prévention dépistage directement par un chirurgien dentiste formé. Une autre question, Claire ? Oui, alors une question concernant le soin. Comment être tenu au courant des partenariats possibles pour des soins sous anesthésie générale ? En masse, nous parvenons assez facilement à avoir des examens de dépistage, mais sommes en grande difficulté quand des soins sous-usagés sont nécessaires. Alors oui, à ce jour, on a en effet, et là je vous le disais, on a des difficultés. On a identifié en Île-de-France tous les services d'odontologie qui font des soins en santé orale sous anesthésie générale, enfants et adultes. Tous ces soins ne sont pas égaux. Il y a des extractions dentaires, mais nous, ce qui nous importe pour nous aussi, pour les personnes en situation de handicap, c'est des soins conservateurs. On ne veut pas avoir des personnes handicapées à 30 ans complètement édentées. Donc ces services sont identifiés et on est en train de travailler pour pouvoir majorer tout simplement les besoins en matériel, etc., pour accueillir des personnes en situation de handicap. Nous avons une cartographie et si vous avez des difficultés pour trouver un lieu de soins sous anesthésie générale dans tel ou tel département, vous pouvez en effet nous contacter. Le réseau Rhapsodif aussi a ces lieux de soins à notre disposition, même si tous, et on le sait bien, ont des délais d'attente, que ce soit pour une extraction dentaire ou un soin qui sont très importants. Et c'est la raison pour laquelle, je vous disais à l'instant, on souhaite multiplier ces lieux. Autre question concernant le soin, y a-t-il un centre HandiConsult adapté pour des enfants avec TSA dans le département du 95 ? HandiConsult adapté, la réponse elle est non. Dans le département du Val d'Oise, il y a une HandiConsult qui est en train de se mettre en place au GH Novo. Novo, c'est à Incourt, dans le nord-ouest du département. Il y aura de la santé orale, mais pas et peu, en tout cas à ce jour, pour les enfants en situation de handicap, et notamment ceux que vous précisez, c'est-à-dire des autistes. Mais on est en train de regarder attentivement avec la délégation départementale quels sont les lieux de soins possibles, accessibles pour les enfants et les adultes, notamment sous anesthésie générale, en lien avec le GH Novo et le GH de Pontoise. Donc à ce jour, non, mais oui, c'est en tout cas un des besoins qu'on a identifiés. Et dans chaque département, pour les enfants autistes, on est en train de regarder quelle est l'offre qui permettrait d'y répondre. Alors, toujours une question concernant le soin. Je n'ai pas pu tout écouter, mais vous avez peut-être répondu. Est-ce que l'on peut vous solliciter si notre établissement est en Île-de-France, mais que les parents ou familles d'accueil sont domiciliés hors Île-de-France ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris. C'est-à-dire que la personne handicapée, elle ne réside pas, in fine... La personne est accueillie dans un établissement de santé en Île-de-France, mais ses parents ne résident pas en Île-de-France. Oui. Si la personne est accueillie en Île-de-France, la réponse elle est oui, puisque c'est la structure médico-sociale d'accueil, c'est le domicile. Donc en fait, pour nous,
Et puis on ne va pas adresser la personne handicapée pour des soins en dehors de son territoire. Non, non, donc évidemment, ça répond et la structure est tout à fait adaptée pour répondre et construire un parcours en santé orale pour cette personne, oui. Alors, 2 autres questions qui concernent là pour le coup la prévention. Si j'ai bien compris, en demi-journée, vous pensez dépister tous les résidents d'une structure? Alors, c'est une question intéressante. Non, j'ai dit que les dépistages s'organisaient en demi-journée. C'est-à-dire que en fait, c'est une question d'organisation interne. Nous faisons appel à des chirurgiens dentistes qui se déplacent pour la demi-journée. Donc, on ne dépistera pas tous les résidents, ça dépend d'ailleurs du nombre de résidents de votre résidence, mais on organise en demi-journée. Donc s'il faudra venir plusieurs demi-journées, on organisera plusieurs demi-journées. Voilà. Si les résidents sont mineurs et présents sur la structure uniquement en journée, le dépistage peut-il se faire sans la présence des parents? Alors, le dépistage peut tout à fait être réalisé sans la présence des parents. Par contre, comme tous les dépistages, que ce soit pour les enfants ou les adultes, nous demandons toujours un consentement écrit de la personne responsable. Voilà, c'est une condition sine qua non, sinon nous ne pouvons pas faire de soins, même un dépistage. Autre question qui concernait le RBD. Je souhaite prévoir plusieurs RBD dans mon établissement, 6 car j'ai su 6 unités. Serais-je remboursée dans le cadre des CNR? Alors, il est prévu à ce jour 1 à 2 référents bucco-dentaires par structure médico-sociale. Si vous avez un projet particulier, simplement vous nous adressez une lettre en justifiant le nombre de référents bucco-dentaires. Et puis on regardera ça bien sûr avec vous. L'idée c'est de ne pas freiner la formation de ces référents bucco-dentaires, mais tel que le disait M. Ngouma, tenir compte aussi du turnover. Je crois que c'est important. Est-ce qu'on va en former 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 en même temps, ou est-ce que vous allez étaler ça dans le temps? Mais adressez-nous simplement votre projet, et votre projet il sera regardé, et évidemment, comme je vous le disais à l'instant, avec bienveillance, bien sûr, dans la mesure du possible. Ouais. Certaines structures sont très grandes et je comprends les unités et ce que vous mettez en place, c'est tout à fait justifié. Alors pour l'instant, nous n'avons plus de questions, mais un petit commentaire. Certains établissements nous ont informé qu'ils souhaitaient être contactés. Bien évidemment, on prend contact avec vous, on prend vos emails et on vous recontactera, bien évidemment. D'autres questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse y répondre. Je pense que là, pour l'instant, alors ça prend un peu de temps à écrire, je me dirais, mais est-ce que vous voyez d'autres questions arriver? Non. Non. Bon. Alors, peut-être pour nous, en attendant que vous posiez vos questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'on n'a pas abordé, Alain, c'était le coût d'une formation, le coût financier, simplement, d'une formation d'un référent bucco-dentaire. Même si l'agence prend en charge. Oui. C'est vrai que je n'ai pas mis les chiffres sur les diapositives. La formation niveau 1 coûte 1 500 €. 1 500 €, c'est un tarif fixe qui englobe donc la formation de vos professionnels, les actions de dépistage et de sensibilisation aux aidants. Voilà, ça c'est le coût global de la formation niveau 1 qui peut être pris en charge par les OPCO ou par par vos plans de formation de chaque établissement. Maintenant, la formation référent bucco-dentaire est de 650 € par référent bucco-dentaire. Donc voilà, c'est ça qui est pris directement en charge par l'ARS. Et voilà, ils vous ont donné la procédure et vous aurez la liste des délégations départementales. Oui. Vous nous faites la demande à chaque fois, nous, à la fin, on vous envoie le justificatif pour tous les participants, parce que c'est ce qu'on doit transmettre aussi à l'ARS comme justificatif que la formation a bien été faite. On demande le remboursement de cette formation après l'effectivité de la formation. D'accord ? Donc voilà. Alors peut-être juste un point de complément, je vous ai parlé, c'était en bas d'une diapositive sur les contrats d'objectifs et de moyens. Pour nous, c'est en effet important d'être en adéquation aussi avec la politique d'amélioration de l'accès aux soins que nous souhaitons mener auprès des populations, des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est un engagement. Et la santé orale, comme de même la gynécologie, et bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'handigynéco, intervention de sage-femme en établissements médico-sociaux, c'est une priorité aussi, la santé gynécologique des femmes en situation de handicap. Donc la santé orale comme la gynécologie font partie, et dans tous les CEPOM régionaux notamment que nous
que nous examinons. Dans les projets médicaux, en effet, un CEPOM sans projet médical qui n'aborde pas la santé orale et la gynécologie nous interpelle et nous interroge. Nous sommes là, en effet, pour être, entre guillemets, des passeurs et vous aider et nous aider collectivement à appréhender la santé orale des personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai que tous les moyens, en effet, partagés sont à mobiliser, ce sont des leviers, et le CEPOM est un levier. Donc c'est vrai qu'avec vous, et sur des plans de formation notamment, on a déjà eu des gestionnaires qui sont engagés pour former des référents bucco-dentaires dans toutes leurs structures médico-sociales. Alors, ce que Alain ne dit pas non plus, c'est vrai que former un référent bucco-dentaire aussi, c'est comme l'intervention de sage-femme, il faut que l'établissement soit prêt à accueillir, former, et que derrière, il y ait un vrai projet. On ne forme pas pour former, on forme aussi pour aller plus loin en termes de coordination des soins, d'anticipation, de dossiers médicaux qui soient bien sûr mis à jour pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que dans le cadre de toutes les actions que nous portons, je me répète évidemment, la santé orale, c'est vraiment une de nos priorités. Voilà ce que je voulais rajouter, donc je crois que c'est en effet important. Claire, d'autres questions ? Deux autres questions. Une concernant l'information. Combien de professionnels peuvent être formés de niveau 1 et combien sont compris dans le prix des 1 500 €? D'accord. Alors, pour ces formations, nous avons 12 professionnels maximum pour une session de formation, voilà, de niveau 1. Donc après, vous pouvez en former autant que vous voulez sur plusieurs sessions. Autre question qui concerne les soins. Existe-t-il une handiconsulte pour les enfants TSA en Essonne ? En Essonne ? Alors, en Essonne, non, pas à ma connaissance, mais handiconsulte TSA en Essonne, non. En Essonne, vous n'avez pas d'handiconsulte. Vous avez juste un centre douleurs et soins somatiques qui existe à l'hôpital Barthélemy Durand, mais qui ne prend pas et ne propose pas de soins somatiques. C'est uniquement de la prévention, voire estimation de la douleur, mais ils n'ont pas de plateau technique qui permettent d'appréhender les soins. Donc ça fait partie, c'est un des départements qui fait partie de ceux qui n'ont pas encore de handiconsulte. Malheureusement, cette année, nous n'aurons pas, l'appel à candidature vient de se terminer hier, et nous n'avons pas de dossier déposé en Essonne. Par contre, sur la santé orale, et ça c'est un point important, vous avez, et on espère dans les prochaines années, vous avez à l'hôpital Ballainvillers, les Magnolias, vous avez un plateau en soins dentaires et d'ailleurs vous avez un chirurgien dentiste, le docteur Vostov, qui connaît très bien les personnes en situation de handicap et qui propose, donc il y a un autre chirurgien dentiste qui propose des soins dentaires pour les personnes âgées et aussi pour les personnes en situation de handicap. Ils ne sont pas formés encore aux spécificités de l'autisme, mais ils connaissent les troubles du comportement, de par bien sûr les handicapés vieillissants, les personnes âgées qui ont des troubles aussi du comportement. Donc on espère monter en compétence ce plateau technique, notamment dentaire, pour les personnes autistes. Oui. Monsieur Ngouma, vous vouliez dire... je vais rebondir là-dessus. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment une politique qui se met en route, qui se met en marche. Aujourd'hui, on aimerait tous avoir déjà l'handiconsulte et l'handibloc sur chaque département, ça serait génial. Ce sont des appels à projets, des réponses, des projets qui doivent être assez solides avec des chirurgiens dentistes qui restent dans ces projets. Donc c'est vrai que là, l'ARS a vraiment lancé quelque chose d'important et qui va vraiment nous faciliter aussi, nous, dans notre coordination de soins, toute notre prise en charge. Après, ce qui est important de répéter, c'est que nous n'aimons pas parce que les chirurgiens dentistes que nous représentons n'aiment pas forcément que l'on vous donne comme ça, voilà, à tel endroit vous avez une solution et à tel endroit vous avez une solution, parce que ça crée un appel d'air où d'un coup ils vont se retrouver saturés de demandes, parce qu'en trop peu nombreux, les solutions de soins sont parfois peu nombreuses. C'est pour ça que la coordination de Rhapsodif est importante aussi. C'est-à-dire que nous proposons, avant d'arriver sur une solution d'anesthésie générale, nous proposons d'autres professionnels qui sont de palier 2 qui vont vous proposer du méopa ou d'autres techniques pour pouvoir faire ces soins. L'idée est vraiment d'aller vers l'anesthésie générale en dernier recours,
et de se dire, bien sûr que c'est obligatoire pour certaines personnes, on est tous d'accord là-dessus, mais que nous pouvons prendre en charge avant. Et aussi l'idée, c'est qu'une fois que la personne a été prise en charge en anesthésie générale, elle puisse retourner dans le cursus palier 2, palier 1. Donc c'est comme ça que nous voyons tout ce parcours de santé. Maintenant, nous avons, et je tiens aussi à le préciser, nous avons eu dans nos partenaires chirurgiens-dentistes des défections par des chirurgiens-dentistes qui étaient passionnés, et qui le sont toujours sûrement, mais qui se sont dit, écoutez, moi je reçois des patients TSA, je fais mon maximum, sous-âgé parfois en palier 2, je fais mon maximum pour faire des soins conservateurs, et finalement on me le renvoie 6 mois, 1 an après, et l'état de la bouche est tellement déplorable que j'abandonne, tout simplement. J'abandonne parce que s'il n'y a pas de suivi, les peu de solutions de soins que nous avons vont juste se dire, oui, mais en fait, notre travail ne sert pas à grand-chose. Donc, vraiment, je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, mais c'est vraiment pour que vous compreniez pourquoi on a mis en place ce parcours. Ce n'est pas juste parce qu'on a envie de vendre des formations, parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Nous sommes une association de loi 1901, nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, si on fait des dépistages, si on arrive à identifier les problèmes de santé orale dans vos établissements, la formation est essentielle parce que vous allez pouvoir faire le suivi des soins qui seront faits et le suivi des personnes qui ne sont pas encore à devoir aller en anesthésie générale. Parce que c'est aussi le rôle dans vos établissements d'éviter l'arrivée de l'urgence, et de l'urgence surtout qui va en anesthésie générale. Nous, pour avoir une place, et on a dans nos partenaires la grande majorité des plateaux techniques qui proposent l'anesthésie générale, les délais d'attente vont de 6 mois à 1 an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les résidents? Ça veut dire patienter avec des antibiotiques et des anti-inflammatoires tout ce temps-là. Donc voilà, c'est vraiment une problématique que l'on prend tous très au sérieux et qu'on va résoudre ensemble. Et c'est vraiment ensemble. Je souhaitais juste rebondir. C'est vrai que vous avez, ce que vous avez évoqué dans cette question, c'est une cartographie, une lisibilité en fait des chirurgiens dentistes qui accueillent et qui font des soins pour les personnes en situation de handicap. Ce que vous a dit M. Ngouma est vrai, et on le voit pour d'autres spécialités. C'est vrai qu'afficher handicap, c'est aussi une problématique, et de fait, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de cartographie qui soit encore lisible. Mais on va faire en sorte de... Après, les chirurgiens dentistes en ambulatoire, donc en ville, ne suffisent pas. On l'a bien vu, et vous l'avez vu aussi, on n'en a pas suffisamment qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc on est en train, et je fais référence à nouveau à M. Laurent, à réfléchir comment multiplier, entre guillemets, les effecteurs ou adresser pour des soins dentaires. On n'est pas que sous anesthésie générale. Est-ce que, par exemple, il y aurait des centres de santé? Eh bien oui. Et on est en train de regarder attentivement, que ce soit des centres de santé pluridisciplinaires ou dentaires, qui pourraient être spécialisés pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est une piste importante et intéressante. Et là, on reviendra vers vous parce que par département, ça va nous occuper dans les mois à venir, trouver ces centres de santé, les monter et leur proposer, bien sûr, avec des moyens adéquats. Et puis également, vous avez, il ne faut pas l'oublier, vous avez aussi, et ce n'est pas uniquement à l'hôpital que l'on fait que de l'anesthésie générale, je le disais à l'instant, mais vous avez des services d'odontologie. Je pense par exemple à l'hôpital Louis Mourier, qui a un plateau technique pour des soins dentaires, qui déjà, ils ont une spécificité et un accueil des personnes en situation de handicap. Vous avez aussi à Henri Mondor, où on accueille des personnes en situation de handicap pour des soins dentaires conservateurs. Donc vous avez aussi tous ces services d'odontologie que nous accompagnons et pour lesquels, en effet, on est en train de réfléchir à comment monter en compétences et en moyens pour accueillir de plus en plus de personnes en situation de handicap. C'est important aussi à souligner. On est obligé de multiplier, comme on dit dans notre jargon, les effecteurs qui peuvent effectuer des soins dentaires, centres de santé, bien sûr, chirurgiens dentistes, mais aussi services d'odontologie en secteur sanitaire. Donc ça aussi, ce sont des pistes importantes et on réfléchit par territoire. En Seine-et-Marne, ce n'est pas la même chose que dans le Val d'Oise, ni que dans les Yvelines, et on n'a pas la même offre. Donc en fait, il faudra probablement adapter les moyens et les réponses en fonction de chaque territoire, en fonction de l'offre qui existe sur chaque territoire. C'est ce qu'on est en train de faire également.
Alors, 3 autres questions sont apparues. Une concernant la formation. Notre établissement IEM a déjà effectué la formation de niveau 1 il y a 4 ans. Pouvons-nous la repasser, les professionnels ayant presque tous changé? Alors ça répondrait vraiment à la question dont Dr Equigny a parlé tout à l'heure, qui est le turnover. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez rentrer dans un cursus de formation. Donc je vous invite à nous contacter rapidement. Bienvenue, vous êtes les bienvenus. Au contraire, oui. Donc voilà, et comme ça on engrangera et on vous mettra aussi la formation niveau 2 pour que vous puissiez pallier à ce problème à l'avenir. Alors, une longue question que je vais essayer de synthétiser. Nous savons que nous avons toujours pu compter sur Rhapsodif et nous vous en remercions. La difficulté rencontrée, que nous accueillons de plus en plus de foyers de vie d'usagers devant normalement être en femmes ou en masse, mais qui, faute de place dans ces établissements, restent en foyer non médicalisé. Je sais que là aussi, il y a un grand travail de rattrapage qui est en cours et que vous êtes sensible à cette situation. Mais vous semble-t-il envisageable, à terme, si la situation perdure, qu'ils puissent bénéficier du fait que leur notification des mêmes prestations, puisqu'il en est de même pour Handigynéco et d'autres plateformes qui ne pourraient que leur être bénéfiques, même s'ils savent qu'ils peuvent bénéficier d'HandiConsult. Oui, tout à fait. Mais écoutez, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est tout à fait conscient de cette situation où il y a une déshérence de soins pour foyers de vie, foyers d'hébergement, même des travailleurs qui sont en ESAT, et il faut trouver des solutions. Donc c'est ce que nous sommes en train de réfléchir pour la santé orale, bien sûr, avec Rhapsodif, mais aussi pour mettre en place d'autres solutions. On était en train de discuter avec mon collègue la semaine dernière sur pourquoi pas imaginer, et c'est tout à fait possible, parce qu'il y a quand même une nomenclature maintenant qui nous permet pour les centres de santé d'envisager cela. Par exemple, comme Claire le disait, un foyer de vie, le foyer de vie, les roseaux, on convoque dans un centre de santé qui serait dédié uniquement aux personnes handicapées. On les convoque une semaine donnée pour faire toute la prévention dépistage en santé orale avec un chirurgien dentiste. On peut imaginer ça. Après, c'est un modèle qui n'existe pas et qu'il nous faut imaginer et monter. Vous voyez? Donc ça, évidemment, et on a rendez-vous d'ailleurs très, très prochainement avec nos collègues de la direction de l'offre de soins pour imaginer, donc on a déjà rédigé le cahier des charges, imaginer ce type de centre qui permettrait de répondre aux besoins donc de ces foyers de vie, foyers d'hébergement, et où ces personnes en situation de handicap, en effet, faute d'orientation, sont hébergées à ce jour. Pour Handigynéco, c'est la même chose en fait, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Handigynéco, ce sont des sages-femmes libérales qui interviennent dans des structures médico-sociales femmes masse et les autres. Et en fait, on a déjà des demandes. On a déjà des demandes pour des foyers de vie, foyers d'hébergement, etc. Donc on est en train de réfléchir à l'extension, donc c'est de la vraie vie, l'extension aussi d'Handigynéco avec ces sages-femmes libérales qui sont formées au handicap pour les autres personnes handicapées dans d'autres structures. Et on va monter un projet, bien sûr, pour répondre aux besoins et à la demande. Et c'est la vraie vie qui nous rattrape. On a monté un dispositif, on répond à des besoins, mais il y a d'autres besoins qui sont émergents et pour lesquels il va falloir nous trouver collégialement, trouver des solutions également qui répondent à ces besoins. Oui. Il faut savoir que pour ce type vraiment de demande que l'on entend à chaque fois, nous, l'ARS et Rhapsodif, on va travailler avec le plus de partenaires possible. Dans le conseil départemental du 93 a déjà mis en place une équipe mobile qui peut se déplacer dans des foyers de vie et qui le fait d'ailleurs, qui se déplace déjà dans des foyers de vie, etc. Donc, pour les soins dentaires. Pour les soins dentaires. Donc, il faut vraiment vous dire, voilà, on est plusieurs acteurs, on doit se mutualiser à chaque fois et on va essayer de répondre à toutes ces questions. Une autre question concernant la formation. Étant en externat EME, la formation peut-elle nous être bénéfique? Alors, c'est une excellente question. Alors, quand vous nous dites que vous êtes en externat, donc ça veut dire que les résidents ne viennent qu'à la journée et après rentrent à domicile, mais est-ce que les soins dentaires, en fait, il faut considérer la santé orale et l'hygiène bucco-dentaire comme quelque chose de quotidien, qui ne s'arrête pas à 17h ou qui ne commence pas à 8h du matin. En fait, c'est un tout. Donc, lorsque l'on forme les équipes à la santé orale, c'est aussi une manière de voir dans la nutrition ce que l'on va apporter pour ne pas avoir à détériorer cette santé orale, dans la posture, dans la mastication, enfin dans tous les éléments
que les professionnels de votre établissement identifient au quotidien, que ce soit l'ergothérapeute, la psychomotricienne, si vous en avez dans les établissements, vont regarder la déglutition, vont regarder la mastication, vont regarder s'il y a des troubles de l'oralité, etc. Et tout ça va avoir un impact sur la santé orale. Donc oui, c'est toujours important de vous dire que ces formations, même pour des personnes en externat, est importante parce que si l'on ne voit pas la bouche dans la santé globale, personne d'autre que les professionnels vont y prêter attention. Et après, les familles vont récupérer chez elles les enfants et ne vont pas comprendre pourquoi finalement elles ne mangent pas. Pourquoi elle dit avoir mal, mais on ne sait pas identifier d'où vient cette douleur. Donc, c'est toutes ces problématiques que l'on apporte grâce à notre formation. Donc, que ce soit internat, externat, la problématique est la même. C'est sûr que vous aurez peut-être moins d'action en termes de lavage de bouche le matin ou le soir. Mais ça n'empêche que le midi, ça serait peut-être aussi important, ou ça serait un temps où justement vous avez des professionnels qui peuvent accompagner l'enfant dans cette démarche. Et une fois que vos professionnels sont formés, ils peuvent aussi donner des conseils aux familles et aux aidants. C'est-à-dire en rentrant, ils peuvent très bien transmettre les documents que nous vous avons donnés pendant la formation en disant voilà, pour le lavage de bouche, on a identifié telle chose qui pourrait être bénéfique à votre enfant. Donc on vous donne les clés aussi. Juste en complément, ça peut faire partie du projet éducatif tout simplement des enfants. L'hygiène bucco-dentaire, l'apprentissage d'eux, etc. Et les enfants vont passer une bonne partie de la journée dans cet accueil. Donc en fait, ça peut être en effet un projet intéressant. Et de fait, comme le disait M. Ngouma, derrière, en effet, au domicile, ce sera bénéfique également. Donc projet éducatif, brossage des dents, etc. Donc la réponse, elle est forcément oui, pour moi, oui. Une autre question, les dentistes qui font partie de votre réseau s'occupent-ils également des appareillages ? Alors, ça c'est une question un peu plus spécifique dans le sens où nous avons très peu d'orthodontistes dans notre réseau. C'est vrai que l'orthodontie est une spécialité actuellement qui n'a pas beaucoup travaillé sur les besoins spécifiques, donc les personnes en situation de handicap ou personnes âgées, etc. Nous avons certains orthodontistes dans notre réseau, donc oui, certains seront en capacité de s'occuper des appareillages. Après, ça va demander un délai parfois, donc oui, certains dentistes sont formés pour. Mais après, c'est vrai que le délai va être un peu long. Après, peut-être médicalement également, pour répondre, c'est vrai que l'orthodontie chez une personne en situation de handicap, donc tout type de handicap, évidemment, ça va être compliqué, c'est parfois assez compliqué. Il y a des centres de référence pour les pathologies bucco-dentaires, dans le cadre des filières maladies rares, etc. Peut-être un avis spécialisé, en effet, est important et à envisager. Mais c'est vrai que l'orthodontie, ce n'est pas, en effet, pour toutes les personnes en situation de handicap. Mais néanmoins, ça mérite, en effet, de prendre cet avis avant toute décision. Alors, autre question, la formation a-t-elle un intérêt si les familles ne s'impliquent pas et ne consultent pas suite au dépistage ? Ça a toujours un intérêt. Alors ça, comment dire, c'est une question intéressante dans le sens où vous vous demandez quelque part quel est l'intérêt de votre travail en établissement s'il n'y a pas de suivi des familles à l'extérieur. C'est compliqué. Et je pense que cette question ne concerne pas que le bucco-dentaire, mais concerne en général la prise en charge globale que vous pouvez faire en établissement. Lorsque en établissement, vous avez l'impression de vous donner du mal pour apprendre à l'enfant à faire quelle que soit la chose, apprendre à manger, accompagner l'enfant pour manger, accompagner pour écrire, pour les apprentissages du quotidien, pour une certaine hygiène corporelle. D'accord, ce n'est pas forcément suivi des faits à la maison et vous savez que nous avons malheureusement des situations de personnes vivant avec handicap qui vivent dans des familles où la situation aussi est assez désespérée, si je peux utiliser ce mot, difficile. Donc c'est un tout qui reflète l'image peut-être que vous avez dans votre établissement, de vos activités. Par contre, en tant que soignant, moi aussi de mon côté, et en tant que père, etc., je ne pourrais pas vous dire que la formation n'a pas d'utilité parce que pour moi, c'est la base. L'éducation, la formation, ça ne sera jamais quelque chose de perdu. Ça vous demande certes un effort, mais ça ne sera pas quelque chose de perdu. Ce n'est pas parce
que le suivi ne sera pas fait, que vous avez perdu votre temps. L'enfant ou la personne que vous accompagnez, vous l'aurez aidé à faire quelque chose. Ensuite, le suivi, et c'est le but des parcours justement de santé orale, c'est de mettre en place un référent bucco-dentaire qui va pouvoir aussi faire ce suivi. C'est-à-dire que si la famille n'a pas pris le rendez-vous, le référent va pouvoir soulever au reste de l'équipe et dire « Oui, mais alors, cette personne-là a été vue en dépistage, nous devons l'orienter. » Et nous devons l'orienter. Donc, c'est faire appel au réseau Rhapsodif, c'est aussi faire appel aux tutelles de cet enfant. Parce que si les parents sont défaillants, peut-être que vous avez d'autres recours possibles dans ces cas-là. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment que vous devez travailler en établissement et savoir, voilà, quand vous vous retrouvez face à un obstacle comme celui que vous semblez nous décrire, comment je vais faire si votre patient a ce besoin de soins et que les parents ne vont pas entamer cette démarche. Est-ce que nous, établissement, nous pouvons entamer cette démarche? La réponse, je vais compléter. C'est vrai que vous êtes une structure médico-sociale handicap, donc qui dit structure médico-sociale handicap, vous avez un projet d'établissement, un projet de soins, projet médical, avec une prise en charge globale, éducative et médicale pour les structures médicalisées et l'accompagnement de la coordination des soins. Donc la réponse forcément, elle est oui. C'est vrai que c'est toujours dommage quand on voit que les actions qu'on mène ne sont pas suivies après par les parents, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais vous avez en effet, vous êtes une force de proposition et vous avez un rôle très important à jouer en tant que professionnel de ces structures médico-sociales. Donc forcément, la réponse, elle est oui, engagez-vous. Engagez-vous et à nos côtés pour accompagner ces personnes en situation de handicap qui ont besoin et qui nécessitent un suivi médical, comme vous, comme moi, et qui n'ont pas, malheureusement, ils ont un handicap, n'ont pas la chance d'être dans le droit commun. Donc on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et puis là, vous êtes sûr que vous avez en plus le soutien, quand on fait ces conventions avec votre établissement, vous avez le soutien déjà de votre établissement, de la direction qui pourra aussi appuyer. Vous avez le soutien de l'ARS. Donc allons-y. Là, nous sommes ensemble, donc c'est le moment de vous engager. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. D'accord. Je pense que c'est parfait. Bah, écoutez, pas d'autres questions? En tout cas, nous, évidemment, on reste à votre disposition. Juste peut-être une toute petite annonce, puisque vous avez, beaucoup d'entre vous peut-être sont déjà au courant, le 15 novembre prochain aura lieu à la CRAMIF, donc une journée réservée à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, donc l'accès aux soins et tous les programmes d'action qui sont menés pour améliorer l'accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap, la santé au sens large, prévention, dépistage, en région Île-de-France. Donc si vous souhaitez y participer, il y aura en présentiel et à distance, n'hésitez pas. Vous aurez, bien sûr, Rhapsodif sera présent. Vous aurez d'autres acteurs qui seront présents, qui seront notamment la présidente de l'Ordre national des sages-femmes pour Handigynéco. On vous parlera de la santé gynécologique, on vous parlera des handiconsultes, on vous parlera aussi de tout ce qui bouge au niveau des hôpitaux avec la nomination de référents handicap qui doivent nous aider et vous aider, nous aider tous collectivement à bâtir, construire un parcours en soins de la personne en situation de handicap au sein de d'un établissement sanitaire en fonction de ses besoins. Donc autant de témoignages aussi sur les difficultés, mais aussi les leviers qu'on peut mobiliser. Et puis aussi, bien sûr, on vous parlera des handiblocs, etc. et pas mal d'autres projets en lien avec les annonces de la Conférence nationale du handicap. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, en tout cas sur la santé orale, donc vous voyez notre investissement. Rhapsodif est là aussi pour vous aider. En tout cas, nous, on reste à côté de Rhapsodif pour vous aider à former à la santé orale tous vos professionnels. Et on est là, évidemment, pour prendre en charge aussi le coût de ces formations. Je crois que c'est important pour que vous ayez uniquement le bénéfice de ces formations pour nos personnes en situation de handicap, enfants ou adultes, dans les structures médico-sociales handicap de région Île-de-France. Merci, Dr Equigno. De rien. Avec Merci plaisir. à vous tous pour votre participation. À très bientôt. Voilà, à très bientôt. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent.